Professeur Chandatombe, bonjour. Bonjour. Nous allons avoir 30 minutes de discussion sur la publication d'un ouvrage en 2020, Les nationalismes africains à l'épreuve, stratégie et tactique pour le pouvoir. La première question qui me vient à l'esprit, c'est pourquoi écrire sur les nationalismes africains en 2020 après une floraison d'ouvrages publiés à la fois par les nationaux, par les Camerounais, par d'autres Africains, par des étrangers, des séquences historiques majeures. Quel était le d'écrire sur les nationalistes africains en 2020? Je ne vais pas vous renvoyer à une actualité élémentaire qui est celle du Cameroun ces derniers temps, où on vous dit que certains représentants de partis ont décidé de reparler du code électoral. Et du coup, vous posez la question, en fait, dans la projection d'une démarche intelligente en vue même de la conquête du pouvoir, ou alors de l'expression de leur patriotisme qui conduit toujours au pouvoir. Quelles sont les motivations? Quel est le timing? Est-ce que c'est fondé maintenant? Et ainsi de suite. Qui sont-ils? Avec quels moyens? Quelle doctrine? Quelle idéologie? Avec quel bilan passé? Personne ne s'interroge, n'est-ce pas? On agite les foules. Et vous faites l'expérience, vous fréquentez l'expérience des 60 dernières années, puis vous êtes abasourdi. Beaucoup de personnes ont réfléchi là-dessus, mais ne sont pas allées assez loin. N'ont pas eu le courage, si vous voulez, soit de se dédire, soit de dédire des amis, soit de déplaire. Nous avons encore une vision suffisamment infantile de l'idée même de pouvoir. Il y a une confusion dans notre esprit en Afrique. On a le sentiment qu'en réalité, chaque personne qui se lève un matin, met son costume, se mire sur le miroir, se voit très beau, très joli, il parle bien et vérifie qu'il a un peu d'argent ou un peu de diplôme. Et il se dit, là, je peux prendre le pouvoir. Je vais vous raconter quelque chose, paix à son âme, des choses que Messa doit nous fréquenter. Et je vais commencer d'ailleurs par moi-même. En 91, alors que je n'ai même pas encore de domicile personnel, je suis un jeune marié, je suis marié depuis 4 ans seulement, je reçois une délégation des chefs du Grand MIFI qui viennent me voir et me disent vraiment, nous avons regardé tout autour et nous pensons que tu es bien placé. Tu es très écouté par les Bamileke. Si tu crées un parti, tous les Bamileke seront derrière toi. Et attention, ils étaient 12. Hein. Et je les ai regardés. J'ai dit d'accord, je vais réfléchir. Et puis je n'ai jamais donné suite. Et ça m'a fait plutôt rire parce que, heureusement, parce que j'ai mesuré ce que je représentais à l'époque. Rien du tout. Ils essaient de se baser sur quoi? Se baser sur les quelques discours que j'avais pendant que nous avions des réunions à l'époque. On venait d'écrire le LACAM. Sur un peu la fougue et la passion que je mettais à défendre la cause des Bamileke, à aller un peu partout
à recueillir les plaintes pour les porter par-ci, par-là. Le rôle que je jouais auprès d'eux comme porteur des sacs, comme fils à l'écoute serviable, c'était tout. Pendant rien. Est-ce que c'était suffisant pour un individu pour sauter? Et je peux encore rentrer en arrière parce que, étudiant à Paris, j'étais en deuxième année de droit, l'Angola chauffait en 1975 et à l'époque, je me suis porté candidat pour aller lutter en Angola à travers le Manidem qui était organisé à la cité universitaire Anthony où j'habitais. On recrutait des jeunes qu'on regroupait dans la banlieue de Paris, on les faisait voyager au Congo-Brazzaville. Et puis, beaucoup se sont enrôlés dans le MPLA qui était progressiste, n'est-ce pas, d'obédience socialiste. Alors moi, on m'a dit que non, il fallait des gens qui avaient au moins la licence et tout. Ça s'ouvrait la vision, ça c'est très important. La troisième expérience, c'est Bernard Dionga, paix à son âme. J'en parle avec beaucoup de douleur. Qui vient chez moi un soir, il est 21h30. Il me réveille, le gardien dit que non, on ne réveille pas le patron. Il insiste. Et il dit, vraiment, grand frère, on a 2 années de différence, une année d'ailleurs seulement. Il était en 55, moi en 54. Il était né. Et il s'assoit, il reçoit à mon balcon, il dit vraiment, grand frère, moi, il vient de faire un sondage. Tu sais, à l'époque, avec l'histoire de poulet congelé, de maïs, on en parlait beaucoup. Et il dit, vraiment, ils ont fait un petit sondage, au moins 65% des Camerounais, 75%, souhaiteraient que lui, il se lance dans la politique. Et que s'il se lançait, il serait leur choix. Je l'ai regardé. Et j'ai dit, Bernard, je lui ai raconté l'histoire des 90, 91 que j'avais eu. J'ai dit, je te remercie beaucoup. J'avais des liens très étroits avec Bernard. C'est moi qui lui ai produit son premier accord de siège, le pôle Saïd. J'étais au ministère des Relations extérieures, c'est un des tout premiers dossiers que j'ai géré dans les accords de siège. À partir de là, on a gardé vraiment de très bons contacts. Il avait été impressionné que je ne lui demande pas l'argent et des choses comme ça. Et j'ai dit à Bernard, non, je ne te conseille pas. Continue à faire le travail social que tu fais, travail d'émancipation populaire. Il est parti. Une semaine après, qu'est-ce qu'il a fait? Comme Bernard était à la tête d'une centaine d'organisations paysannes, parce que le Saïd, c'est service d'appui aux initiatives locales de développement. Je l'ai même accompagné à plusieurs reprises dans les villages, Essé et tout ça, Bourg-Macaque, pour organiser les villageois, leur enseigner comment conserver les semences et d'aider à évacuer leurs produits. Vraiment, comme on dit en anglais, un grassroots organizer. C'est quelqu'un qui connaissait les communautés de base dans les zones rurales. Donc, tous les ans, il faisait un petit congrès ici, où toutes ces organisations paysannes là venaient. Mais une semaine après qu'il soit venu chez moi, alors, il avait lancé le congrès, au palais des congrès. Vraiment, il réussissait à remplir la salle de 1500 places. Parce que les paysans là venaient de partout. Qu'est-ce qui s'est passé? Les paysans là sont venus, sans savoir pourquoi ils venaient. Et il fait son discours pour lancer son parti, le CRAC. Croire au Cameroun. Beaucoup de ces paysans-là, ce n'est pas des bêtes, hein, se sont regardés et sont repartis un à un. Non, non, je ne suis pas là. Non, non, je ne suis pas venu faire la politique. Non, non. Moins de 6 mois après, Bernard était méconnaissable. Il était perdu. Complètement perdu. Il était perdu. Il était perdu. Il se rendait compte qu'il avait commis la plus grosse erreur de sa vie. Il avait même confié la direction du Saïd à quelqu'un d'autre. L'ancien secrétaire général du JICAM. Et puis, du coup, il s'est pressé encore de lui faire un coup d'État pour l'enlever, pour reprendre son truc. Nous avons une maladie. L'idée même de pouvoir n'a rien à voir avec, en réalité, la fortune
et l'éducation en termes d'institutions universitaires, de parchemins universitaires. Parce qu'il faut mesurer, analyser selon le contexte dans lequel on se trouve. Dans le contexte des pays très développés où un certain nombre de structures élémentaires d'encadrement de la population et de réalisation infrastructurelle à la fois mentale et matérielle sont acquis. Le niveau d'éducation des gens, le niveau des institutions universitaires, le niveau de prise en charge sanitaire et tout. Tout cela conditionne en réalité la manière dont on dompte les populations, dont on les intéresse dans un projet politique. Dans notre contexte, on a des pays, vraiment, c'est Blaise Pascal Talla qui me l'a dit un jour quand il est arrivé chez moi. Il a lu un titre du Messager qui était très insultant, très injurieux. Il a dit, mon frère, je ne sais même pas ce que nous cherchons encore. Il a dit ça. Il dit que nous, en fait, qui au Cameroun là, est de parents riches. Il dit, on vient d'où? On est tous des chicards, des broussards et des villageois. Il dit, moi, je ne savais même pas qu'il pouvait mettre des chaussures en cuir un jour. Nous voici avec des chaussures en cuir, il a fait ça, il a dit vraiment, il faut peut-être encore 4 siècles pour qu'un Africain puisse dire, je veux faire la politique, je veux le pouvoir, avec la conscience que tout l'aéropage qui mène vers le pouvoir, qui conditionne la réflexion sur le pouvoir, qui organise la gestion du pouvoir, n'est-ce pas, sont réunis. Mais ceux qui ont donc le pouvoir là et qui l'exercent, est-ce qu'ils ne sont pas aussi fils de chicards, d'une extraction modeste? Je veux vous dire, j'en arrive là. Vous m'avez posé la question lors de notre dernier entretien sur le franc CFA. Je vous ai répondu de manière sèche. En réalité, je n'en veux pas. Il n'y a pas de dignité, de fierté, de souveraineté nationale sans monnaie. Mais il y a tout un contexte socio-historique, culturel et diplomatique qui nous a installés dans cette malédiction monétaire, dans cette souffrance financière, dans cette hérésie politique et diplomatique. Nous avons beau être contre. Il faut mener une réflexion de fond, pas sur le principe de s'en débarrasser, le principe est acquis, mais sur la démarche qui doit être faite d'intelligence, de sagesse et de pondération. Vous ne pouvez pas, une plaie qui s'est développée sur votre peau en 60 ans, 70 ans, pensez que vous allez verser le mercurochrome ou la première goutte d'alcool et puis c'est parti. Non. Il y a tout un travail à faire. J'ai vu mon père soigner les plaies. Quand mon père soignait les plaies de tous les enfants du quartier, quand il prenait une plaie sur le pied d'un enfant, il passait quelques instants à bien regarder la nature de la plaie avant de commencer son traitement. Et je crois, c'est ça qui, en réalité, vous avez dans tactique et stratégie pour le pouvoir, toute cette idée-là. Du bon diagnostic. Oui, toute cette idée et de la bonne démarche. J'ai relu, écoutez, il y a Lula, il y a Che Guevara. Che Guevara est venu en Afrique. Quand il est rentré, il venait en Afrique pour soutenir le maquis et organiser la révolution. Il a fait un voyage en Afrique. Quand il est rentré, il est très, très déçu. Lula, après l'assassinat de Kabila, Lula avait dit que l'Afrique, les Africains n'ont rien compris à la théorie du pouvoir et de la révolution. Lula, qui est syndicaliste, il a dit ça. Il a dit, chaque fois qu'un Africain a des ambitions de pouvoir, ou même quand il veut simplement faire quelque chose, même de très bien, il met tout son anus dehors et tout de suite, on a vu vers où il veut aller et ce qu'il doit faire.
C'est-à-dire qu'en réalité, il n'a pas la conscience que des forces contraires existent dans la société et conditionnent, détruisent ou alimentent la structuration des rapports de force, justement. Et qu'en fonction des intérêts de chaque pan d'influence, vos ambitions révolutionnaires peuvent prospérer ou être détruites immédiatement. Il a dit, dans ce cas-là, et compte tenu du contexte, 90% des forces, des pôles d'influence qui existent, sont contre ces ambitions révolutionnaires. Et je m'en vais vous prendre plusieurs cas. Vous savez, avec la réflexion en arrière, je l'ai souvent dit, je ne m'en cache pas, je suis syndicaliste à la base, par mes origines sociales et aussi par nécessité. Quand j'arrive en France, après, d'abord à Dakar, j'étais tout de suite dans les organisations estudiantines. J'arrive en France, c'est normal, je ne suis pas atterri avec un avion, avec une bourse. Il fallait se battre. Pour ça, il faut connaître les créneaux, les syndicats, et ainsi de suite. Dès que vous commencez à vous battre dans la vie, vous rejoignez des structures qui se battent pour le bonheur des gens. Il faut construire le pouvoir à partir du social, c'est-à-dire à partir du bas et non pas d'en haut. Et je m'en vais vous le dire, en parlant de Lula. Il y a des vérités choquantes. Quand est-ce que les Africains découvrent Cheikh Anta Diop en réalité? Quand est-ce qu'il devient populaire? C'est après sa mort. Avant qu'il ne meure, on n'entendait pas tout ce je suis Anta Diopien, je suis machin. Ça a pris comme la soupe tomate. Alors, réfléchissez très profondément. Pourquoi Lumumba est assassiné? Lumumba a voulu mourir. Bah, ça, je vais vous choquer. Patrice Lumumba, c'est quelqu'un d'extrêmement intelligent et brillant. Il n'était pas sage. D'abord, il est le seul dans la classe politique à l'époque au Congo qui s'oppose à la fédération. 2, le jour de l'indépendance, il n'était pas prévu qu'il prenne la parole. Ce n'était pas prévu. Quand le roi belge finit de faire son commentaire, son discours, en disant vraiment comment la Belgique est gentille, comment est-ce qu'elle a donné l'indépendance, la liberté, Lumumba arrache le micro pratiquement pour l'insulter, insulter le roi belge. Déclarer que c'est le sang des Congolais, c'est les larmes, c'est la lutte, c'est machin. Non, c'était pas nécessaire. C'était son arrêt de mort. Sankara. Non, un révolutionnaire doit faire attention. Si vous êtes porteur de causes sociales, moi personnellement, je ne suis rien du tout. Mais le peu que je fais pour les populations, pour les gens, ne serait-ce que les voisins au quartier, vraiment je m'appartiens puis je fais très attention. Parce que si je peux mourir, chaque jour que j'augmente pour ma vie, ce n'est plus pour moi, j'ai 67 ans. Ça me permet d'aider beaucoup de personnes. Vous n'enlèverez rien à mes idéaux à faire ça, à me rabaisser de temps en temps pour permettre de rester en vie et de continuer ce travail d'émancipation et d'assistance des gens. Sankara, je regrette, la fougue de la jeunesse et tout, surtout qu'à l'époque, on lui dit, preuve à l'appui, que l'individu qui est son meilleur ami va le tuer, et il dit, j'irai l'attendre au ciel. Non! Quand vous êtes porteur d'aspirations populaires, quand vous êtes porteur de grandes causes et tout, la stratégie, c'est ce qui est profond, c'est ce qui relève de l'idéologie fondamentale de vos ambitions. La tactique, c'est ce qui procède de l'intelligence d'exécution du moment. Voilà la réalité. Il ne faut pas confondre cela. Le fait de dire à quelqu'un, pardon, je vous en supplie, je me suis trompé, j'ai tort, même si c'était l'inverse. Pourquoi on vous laisse en vie, qu'on vous ouvre la porte, ne veut pas dire que vous avez trahi, que vous avez compromis vos ambitions ou l'identité de votre idéologie. Pas du tout. Voilà, en fait, ce livre porte
un certain nombre de situations qui sont expliquées. Et pendant que nous y sommes, ça fait rire. Gbagbo a été libéré, mais j'étais en Côte d'Ivoire. Les faits mis à la charge des Blé, Goudé et Gbagbo, mais il y a des vidéos. Il y a des vidéos, il y a des témoins, il y a beaucoup de choses. Ce n'est pas un secret. On avait en Côte d'Ivoire carrément mis en place une structure de génocide des Diola depuis Bédié, où Houphouët-Boigny avait tout fait pour éviter ça, mais les Bédiés ont été bruts. Il y avait même une cellule à la présidence sous Bédié sur l'ivoirité. Et l'ivoirité commence par Gbagbo, hein, je vous signale. C'est quand on nomme Ouattara Premier ministre pour la première fois que lui, il déclare que d'ailleurs, il n'est même pas ivoirien. Ça dit que ce ne sont pas des faits. L'Occident se fiche de nous. C'est tout comme Bemba. On a amené Bemba. On l'a fait garder 10 ans à La Haye. Après, on dit, bon, on l'a acquitté. C'est la même chose. Simplement parce qu'on a essayé de résoudre le problème politique et diplomatique que l'on voulait résoudre. Et c'est un peu comme si on a décidé que chaque nègre, là, on lui donne 10 ans. Et après, bon, on laisse les bêtises. On dit, rentre là-bas, terminé. Mais est-ce que le terme de nationaliste que vous mobilisez donc n'est pas assez polémique? Non, et controversé? Pas du tout. Pourquoi? Je vais vous dire. Je vous dis une chose. Quand vous avez lu, il faut lire Senen Adriano, le journaliste malgache qui a écrit 2 livres importants sur Sankara. C'était vraiment... Et ça me ramène même la notion de révolutionnaire aujourd'hui remise en cause. Est-ce qu'un révolutionnaire, c'est quelqu'un parce qu'il prône qu'on doit casser tout, on doit détruire tout, il insulte ce qui est en face? Est-ce que c'est ça être révolutionnaire? Je ne crois pas. Le véritable révolutionnaire, quelqu'un qui est intelligent dans l'action, dans l'ambition progressiste. À mon avis, je suis même aujourd'hui, c'était même pas des révolutionnaires. Quand je parle des nationalistes, des gens comme Oumniobé l'étaient. Quand vous lisez le discours de Oumniobé aux Nations Unies, ça dit que c'est des personnes qui étaient attachées à la dignité, à la fierté nationale. Ça dit qu'ils voulaient valoriser leur identité nationale et leur capacité à s'organiser, à s'autonomiser face à des tentations et à des ambitions étrangères de domination. Ça, c'est des nationalistes. Les Lumumba, les Sankara et tous, ils l'ont été. Mais la vraie question aujourd'hui, est-ce que c'est cela? En 1958, qu'est-ce que nous avons? 58 jusqu'à même 64. C'est qu'en fait, les cadres de l'UPC qui sont à l'étranger, quand De Gaulle dit à Brazzaville, l'indépendance, vous la voulez, vous la prenez. Non, non, il est sincère, je regrette. Vraiment, je regrette. Il est sincère. Mais simplement, vous la prenez, mais vous assumez. Aussi simple que ça. Macron a dit presque la même chose à Bamako, dès son premier voyage. Le CFA, mais vous en parlez tous les jours et vous êtes toujours dedans. Mais ceux qui ne veulent pas, qu'ils s'en aillent. Macron l'a dit à Bamako. Alors, la question, c'est quoi, en réalité? Quand quelqu'un vous le dit avec trop de facilité, ne sautez pas dedans avec trop de facilité. En fait, il se moque, cette personne se moque même de vous. Parce que cette personne a davantage conscience des liens qu'elle a tissés, des complots, des astuces pour vous tenir. C'est à vous d'organiser réellement votre libération en concevant des stratégies et des tactiques qui soient appropriées au moment. Je dis, vous refaites une étude. Je suis en 76, il y a seulement 1 an que je suis arrivé à Paris. Mongo Biti, qui m'a rencontré dans une foire de lutte ouvrière, m'invite à Rouen. Quand je lui raconte mon histoire, il pleure. Il a enregistré tout ça. Il en a d'ailleurs fait un livre, l'Odyssée d'un Camerounais exemplaire. Et on devient donc très liés. Parce que j'ai fait mes classes idéologiques à Dakar, dès Dakar déjà. Et je veux vous dire, ce qui est captivant là-dedans, dans des personnalités comme ça, c'est qu'en réalité, vous vous rendez compte qu'elles avaient cette flamme terrible de l'indépendance et de la dignité. Et c'est lui qui me parle pour la première fois de Gbagbo. On est dans son bureau, le bureau de Peuple Noir, Peuple Africain, dans le 11e arrondissement.
Et il avait reçu une lettre de Laurent Gbagbo. Il a répondu à la lettre. Il me dit, voilà un jeune, brillant professeur d'histoire, un vrai nationaliste. Il se bat contre Houphouët-Boigny. Et je vais vous dire, il est mort extrêmement malheureux. Parce que quand Robert Gué va voir Gbagbo, c'est des choses qui vont ressortir. Et on se moque de nous, on essaie d'éteindre. Quand Robert Gué va voir Gbagbo à la conférence de réconciliation, parce que Robert Gué arrive au pouvoir, c'est les jeunes cadres du nord de l'armée qui font le coup d'État et qui vont donc chercher un général en retraite qui n'est pas du nord, qui est du centre, Robert Gué, pour le mettre au pouvoir, pour qu'on ne les traite pas de tribalistes, de coup d'État tribalistes. Et il a pour mission de balayer la maison, donc d'éliminer l'article 35. C'est Gbagbo qui dit à Robert Gué, pas question d'éliminer l'article 35. Gbagbo devient président par défaut, un peu comme Hollande. C'est parce que c'est des choses qu'il aurait dû l'être. Il devient président parce qu'on empêche, avec l'article 35, par son fait, Ouattara d'être candidat. Robert Gué a déclaré, il a dit, mais Laurent, tu es venu me voir 2 fois. Je t'ai dit, enlevons cet article. Tu m'as dit non. Je t'ai dit, ça va gâter le pays. Tu as dit que non, il faut qu'on laisse. Ouattara ne doit pas être candidat. Il dit, voilà la situation. Moi, je suis un militaire en public. Il y a des enregistrements. Alors, 1 semaine seulement après cette déclaration, Gbagbo a organisé qu'on les liquide tous, y compris Ouattara. Ouattara doit la vie parce qu'il avait sauté dans la clôture de l'ambassadeur de Grande-Bretagne. On est allé chez Robert, on a liquidé tout le monde. Son seul fils qui est resté vivant, c'est celui il était cadre total à Douala. Alors les Blancs aujourd'hui nous disent, ils font des procès et puis on a acquitté. En fait, ils gèrent nos pays comme ils veulent. Alors, quand vous entendez stratégie et tactique, Gbagbo, c'est un brillant professeur d'histoire qui s'est opposé, mais vraiment au colonialisme français, à la même mise de la France sur la Côte d'Ivoire. Mais qui, malheureusement, au dernier moment, j'ai rencontré Alpha Condé, il a été mon professeur à la Sorbonne, il a été mon chargé de TD. Il a pleuré les larmes, toutes les larmes de sa vie. Je l'ai rencontré à Paris, après qu'il soit devenu président. Il dit qu'il est complètement démuni parce que dans son plan, ils allaient reconstituer un axe progressiste. Gbagbo quittait le pouvoir et Gbagbo était le prochain président de la Commission de l'Union africaine. C'était comme ça dans leur planification, dans sa tête à lui. Malheureusement, pour une raison ou pour une autre, il s'est laissé entraîner dans des broutilles ethniques. Et puis, il a fini comme ça. Gbagbo, c'est effectivement un nationaliste. Il s'est battu pour cette cause. Mais simplement, il faut voir comment ça finit aussi. Quand il se rend compte qu'il est menacé, il donne le port d'Abidjan à Bolloré de gré à gré, il donne l'exploration pétrolière à Total de gré à gré, il fait reconstruire le lycée français, il fait venir François Fillon, le Premier ministre français, pour inaugurer ce lycée-là à grande pompe, il fait venir Jacques Lang, qui est de gauche, avec une délégation internationale socialiste, pour faire le tour du pays, pour montrer que ce soit à gauche ou à droite, il avait les Français. Ensuite, la structure centrale de sa communication présidentielle était aux Champs-Élysées. Donc, nous, on se fiche un peu de nous. Le livre, en fait, présente toutes ces facettes-là et dit vraiment, est-ce que nous avons vraiment compris la nature du pouvoir en Afrique? C'est-à-dire que les ficelles du pouvoir en Afrique. Ce que nous devons faire. Moi, je vous parle avec la candeur, les excuses et l'autocritique d'un acteur des villes mortes, des années de braise. Ce que nous avions fait était catastrophique. Et c'est pour ça que j'ai violemment cette histoire de plateforme machin pour le code électoral. Où sont les objectifs? Où sont les ambitions? Qui sont les acteurs? Est-ce qu'on a bien identifié les passés, les doctrines individuelles des acteurs et leurs ambitions? Nous avions fait les villes mortes, on a refusé d'aller aux législatives, alors que ce pouvoir ne connaissait absolument rien à l'époque de la tricherie. On aurait pu changer le pays à cette époque-là, aux élections législatives 91. On n'y est pas allé. On a fait des villes mortes qui n'avaient ni queue ni tête. Il n'y avait pas d'objectif. C'était seulement Biya must go. Tout comme aujourd'hui, on vous dit, Biya doit partir. Le président est vieux, tantôt le président est mort. Vous prenez plusieurs pays en Afrique.
Regardez comment, en fait, se dénoue la conférence nationale au Bénin. Qu'est-ce que Kérékou fait? Qui est marxiste, qui a embrassé le marxisme, qu'est-ce qu'il fait, Kérékou? Il dit, d'accord, tout le quartier latin au Bénin, venez, on gère le pouvoir. Exactement, c'est ce qu'il a fait. Il les a tous mis dans le pouvoir, il les a confrontés au pouvoir. C'était la honte, la plupart de ces grands intellectuels. Ils se sont adonnés à l'argent, aux femmes et tout. Et Kérékou, tranquillement, est mort comme le sauveur du Bénin. On a dit, en fait, il était mieux que tous ces bavards diplômés qui prêchaient la révolution, ainsi de suite. Vous savez, je vous remercie beaucoup parce que l'entretien me permet moi-même de m'exorciser, de me remettre en cause et de refaire le chemin arrière pour voir mon propre parcours. Et avec tous ces témoignages, de me poser la question, est-ce que le destin, le bonheur, le destin heureux, le bonheur de l'Afrique en réalité va se dénouer de manière spontanée avec une génération qui n'a eu du pouvoir qu'une projection prédatrice, en réalité. On veut le pouvoir, nous aussi, pour tout de suite, pour ces différentes agapes. Et ça, c'est beaucoup d'interrogations. On vous dit qu'Angela Merkel va quitter le pouvoir, elle n'a qu'une petite maison, elle n'a pas grand-chose, un appartement d'ailleurs, une petite maison. Et ça ne se décline pas chez nous de la même manière. Et ce livre, c'est beaucoup de travail parce qu'après ce livre, il y a Typologie des démocraties sauvages. Et n'oubliez pas que ces deux livres viennent après La malédiction de l'Afrique noire. Donc, réellement, moi, je suis à la recherche de personnes qui peuvent m'aider à me purifier pour devenir un vrai nationaliste, pour que nous ayons la vision qui compte, qu'on ne se moque plus de nous en Afrique. Merci infiniment, Chanda Tomé, pour cet échange. C'est un puissant livre qu'il faut à tout prix lire, relire, comprendre et exploiter dans ses moindres ficelles. Les nationalistes africains à l'épreuve, stratégie et tactique pour le pouvoir. Pour comprendre le fonctionnement des sociétés africaines contemporaines, c'est le livre indiqué. Merci infiniment et très prochainement. Je vous en prie.